on se retrouve dans la bibliothèque de Carthage après une longue absence et un nouveau concept de podcast qui s'appelle la chronique des enfants du siècle. C'est très simple, on se retrouve avec un invité ou plusieurs et on discute d'une année qu'on a choisie ensemble. C'est une année qui peut remonter jusqu'aux années 90, qui peut aller jusqu'à nos jours. L'idée, c'est de faire l'histoire de cette année, de revenir sur son actualité, mais aussi de faire des mini-jeux autour de la culture ou du sport, ça dépend. L'idée, voilà, elle est très simple, donc c'est un podcast à écouter chez vous, en voiture, dans les transports, où vous voulez. Vous n'êtes plus obligé de regarder. Et n'hésitez pas à nous faire un petit retour si ça vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré le faire. On a déjà tourné plusieurs épisodes. Et là, c'est le premier épisode qui sort sur l'année 2006. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des retours si ça vous a plu. Également si ça vous a pas plu, bien sûr. Et je m'excuse pour la qualité de cette vidéo d'introduction qui a été faite à l'arrache, il faut bien le dire. Et pour la qualité du son du premier épisode, on a eu un petit problème micro, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes, ne vous inquiétez pas. Sur ce, profitez bien de l'épisode. Et tu as choisi l'année 2006, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi l'année 2006 ? Quitte à choisir les années récentes, je préférais choisir une année qui nous avait marqué tous les deux. C'est pas une année qu'on a connue ensemble, mais c'est une année qui a été très forte sur le sujet qui a fait qu'on est devenus amis, c'est le football. Ouais, complètement. 2006, c'est la Coupe du Monde, c'est le coup de boule, c'est la finale d'Arsenal au Stade de France en Ligue des Champions. C'est plein de choses finalement qui ont fait que ça a été une grosse année pour ce sport pour lequel on partage la passion, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi cette année. Ok. Et est-ce que tu peux aussi nous dire, ou plutôt te présenter davantage qui tu es de manière, en 2 minutes, comment tu te présenterais toi ? Bien sûr. Donc je m'appelle Tristan Lesage, je suis professeur de français au collège. J'ai 29 ans et j'écris aussi, c'est ma passion dans la vie. Je pense que je suis intéressé par pas mal de choses et je prends beaucoup de plaisir à faire partie de ces rares littéraires qui peuvent parler foot pendant des heures. À part ça, randonnée, voyage, vin, bonne bouffe et théâtre et 1 million d'autres choses, mais on n'a que 2 minutes, donc on va parler d'autres choses. Effectivement. Et en soi, ça serait déjà un super truc, c'est que tu prennes parmi ces choses que tu adores, a priori plutôt un bon souvenir, mais ça peut être un mauvais souvenir. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir personnel que tu as de l'année 2006 ? N'importe quel souvenir. N'importe quel souvenir, peut-être le premier qui t'est venu à l'esprit, tu vois. Le premier qui me vient à l'esprit pour cette année-là, moi, c'est la fête après la victoire de la France face au Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde. Ah ouais. Je me souviens que c'est à ce moment-là où vraiment je me dis attends, on peut peut-être la gagner celle-là. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc c'était pas très longtemps après le divorce de mes parents, donc il y avait ma mère qui vivait dans un petit appartement à Courbevoie. Et c'était un appartement qui payait pas de mine, mais qui était dans un quartier où on avait beaucoup de nos amis qui étaient proches parce que c'était pas loin de notre école. Et je me souviens le match se termine et je me souviens d'entendre la sonnette. Je vais ouvrir la porte et je vois du coup la grande sœur d'une amie de ma sœur qui est là avec son maillot de Thierry Henry et qui me dit viens on va faire la fête et tout. J'avais 9 ans ou 10 ans, je sais pas, 10 ans. Et là c'est la première fois que genre, je sors de chez moi la nuit sans mes parents et qu'on va faire la bringue dans la rue avec les autres jeunes du quartier pour fêter la victoire. Et ça c'était une de mes premières expériences, je pense, d'une certaine forme de liberté et d'euphorie non contrôlée. Et ouais, je pense que c'est le souvenir le plus vif que j'ai de cette année-là. Ouais, et puis on va en reparler pas mal de la Coupe du Monde. C'est quand même un truc qui a marqué aussi à la fois notre génération, qui nous a marqué tous les deux. Mais je partage ton sentiment parce que le quart de finale, moi pour le coup, j'étais pas chez moi, j'étais en Berry. J'étais dans un PMU avec mon frère et mon père. Et je me souviens vraiment que toute la ville avait fêté, quoi. Et ça, pareil, c'était aussi une de mes premières expériences. Donc, je partage complètement ce que tu veux dire. Sachant que on a 10 ans, nous, à ce moment-là. Donc, oui, effectivement, on peut pas encore sortir dehors autant qu'on en a envie. On peut aller faire un foot si on en a envie. Mais
libéré à l'idée de faire la fête avec tout le monde, avec des gens qu'on connaît Et à pas. 23h quoi aussi. 23h en plus. C'est pas... Parce que bon, faire la fête avec des amis dans le quartier à 17h, on pouvait le faire si Oui, on voulait. bien Mais... sûr. Ah non, vraiment c'était magique. Pour le coup, et puis c'est le Brésil. Mais on en reparlera. À la limite, on en reparlera du foot. On va y aller assez vite. Je te propose d'attaquer sur le premier fait. Je te rappelle un petit peu le concept de l'émission. Ouais. C'est de parler d'une année, des années 1990, 2000, 2010. Là, pour le coup, c'est les années 2000. Et d'essayer d'en faire une rétrospective, une petite histoire audio. Et pour ça, il faut qu'on remonte à des événements historiques majeurs. Et, je vais cacher mes notes pour pas que tu le vois, mais en 2006, va naître un réseau social qui, d'une certaine manière, va changer le monde. Il y en a plusieurs des réseaux sociaux qui ont changé le monde, mais il y en a un qui est né en 2006. Est-ce que tu saurais lequel? Je pourrais même te dire qu'il est né assez tôt. Il est né en mars 2006. Alors, dans ma tête, je pensais que Facebook c'était 2005, mais peut-être que c'est celui-là. Alors, en fait, Facebook c'est bien 2005, même techniquement, on peut même remonter à 2004. Facebook s'ouvre beaucoup plus au monde en 2006, mais Ouais. c'est même pas à Facebook auquel je pensais. C'est un autre réseau social. Alors, 2006, est-ce que ça pourrait être Instagram? Alors, Instagram, c'est un peu plus tard, Ouais. plutôt année 2010. Du Ouais, coup. mais que je pensais peut-être qu'il avait fait 5-6 ans sans être connu. Bien mais, sûr, bien sûr. non, alors peut-être un truc obscur, genre Skype ou MySpace ou MSN. Ah ouais, ça je pense que c'est avant. Ça c'est avant encore. C'est carrément avant pour moi, mais... Alors en soi, c'est quand même du réseau social, mais là, pour te dire, ça existe toujours et je vais peut-être t'aider, ça a changé de nom entre temps. Beaucoup. Ah bah oui, c'est Twitter alors. C'est Twitter. Que je refuse d'appeler X pour faire chier Elon. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que 2006, effectivement, c'est aussi du coup l'extension du réseau Facebook. C'est un moment où MySpace, MSN font déjà partie intégrante de l'univers. Ouais. Donc on est en fait finalement en pleine croissance des réseaux sociaux. On n'est pas du tout encore à leur apogée. Mais est-ce que tu as des petits souvenirs, des changements que ça a pu provoquer dans la société, ces réseaux sociaux? Les tout débuts des réseaux sociaux finalement. Il y en a beaucoup qui sont nés avec. Nous, ouais, pour le coup, on n'est pas nés avec. Nous, on a vu le changement. Et YouTube, qui pour le coup, je suis arrivé très tôt sur YouTube, mais YouTube, c'est que l'année suivante, c'est que 2007. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai vraiment vu le changement à partir de 2007. YouTube a lancé le truc, et puis ensuite, j'ai commencé à voir Skype et MSN. Facebook, c'est venu quelques années plus tard. Oui. Mais donc ces trucs-là, c'était un petit peu le fait de commencer à dire ah bah on peut parler avec des inconnus sur internet et tout ça. Mais je pense qu'à ce stade, je le voyais pas encore trop émerger. C'est venu un petit peu, mais c'est vrai que c'est ce truc un peu bizarre où tu te dis ah mais en fait oui, je peux poser une question à quelqu'un de complètement inconnu et avoir une réponse. Je peux me faire des amis que j'ai jamais rencontrés. Au bout de quelques années, je pense dans les années 2010, j'avais des amis virtuels que j'avais jamais rencontrés. Alors, je trouve ça dingue en soi. Et c'est vrai que tu soulèves un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on a déjà la possibilité finalement de discuter avec des inconnus avant les réseaux sociaux. Je me souviens d'un jeu qui s'appelait les Bouzouks. C'était un jeu en ligne, en fait, sur un site internet, mais c'était un jeu en ligne. Et en fait, on discutait avec plein d'inconnus déjà. Donc finalement, c'était quelque chose qui augmentait. On avait de plus en plus de moyens, on n'avait pas tous un téléphone. Moi, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai eu un téléphone. C'est vraiment début collège. Ouais, alors, on est de la même année, donc 2006, on est en CM1 encore. On est encore en CM1. Ouais. Et, moi, c'était 2 ans plus tard, en 6ème, que j'ai eu mon premier téléphone. Ouais, pareil. Et donc, on pouvait même pas encore discuter finalement avec des gens. On a pu discuter avec des gens sur ordinateur avant de pouvoir le faire avec téléphone. Ouais. Et on le faisait pas vraiment avec nos amis en vrai parce qu'ils étaient pas forcément sur les mêmes réseaux que nous. C'était des inconnus parce qu'on allait jouer à tel jeu flash ou alors aller sur tel forum d'un intérêt obscur qu'on pouvait avoir. C'est ça. Mais c'était encore très balbutiant pour moi. Ouais. Je faisais pas beaucoup ça. Moi non plus en soi. En fait, finalement, je pense que on en avait aussi moins besoin puisque l'idée qu'on puisse discuter avec quelqu'un qui est très loin, à moins d'avoir une raison très, on va dire, très justifiée. C'est par exemple de jouer au même jeu vidéo, c'était encore un peu compliqué à l'époque de jouer en ligne et rester en ligne avec quelqu'un. Il y avait que World of Warcraft qui existait. Exactement, je suis même pas sûr, je me demande si c'était même pas 2007, tu vois. Mais... Ouais, c'est peut-être avant. En tout cas, je sais que d'autres l'ont fait
Ouais. Tu sais qu'ils utilisaient déjà Skype, déjà le téléphone pour Dark Age of Camelot, pour... il y en a un autre, j'ai son nom. Oui, sur il y avait Skype, effectivement. Voilà, ouais, qui ouais. pouvait déjà aider. Mais c'est balbutiant, c'est ce que tu dis, c'est les débuts. On n'a aucune idée à ce moment-là que ça va devenir un phénomène planétaire, que ça va changer les sociétés. Et notamment parce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement nouveau avec Twitter, c'est que les gens donnent leur avis. En fait, tu Ouais. n'es plus dans un système de communication, tu es aussi C'est dans un la vie. système d'opinion. Ouais. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Les commentaires YouTube en dessous d'une vidéo. Tu Ouais. donnes ton avis sur ce que tu viens de voir. Tu réagis. Tu débats avec les gens parce que du coup, il y a un mec en Alabama qui est pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais c'est un peu comme ça. Mais effectivement, moi, Twitter, j'en ai pas entendu parler avant le collège. Mais ça, c'était le précurseur pour Bien ce sûr. délire. Ouais. Et même si on peut revenir sur YouTube, parce que c'est vrai que je te rejoins sur un point, moi YouTube à cette époque, en 2006, enfin 2007 du coup, Ouais. m'a beaucoup plus marqué que Twitter, Facebook, qui pour nous sont arrivés après, vraiment en plein dans les années collège, quand ça s'est vraiment aussi popularisé en France. YouTube est racheté par Google peu après la retraite de Michael Schumacher. Bon voilà, petite anecdote. Mais en octobre 2006, YouTube est racheté par Google. Et ça, Attends, mais avant YouTube, même, YouTube Bah, en fait, existait. ils existaient déjà avant, mais Ah ils oui. deviennent une énorme plateforme En fait, seulement par le rachat de Google. je crois, je suis pas sûr de ce que j'avance, à Mhm. vérifier, mais je crois que c'est sorti aux États-Unis en 2005, mais dans le reste du monde en 2007. Ouais, je pense aussi. C'est- Pour moi, c'est ça, hein, grâce à Ouais. Google, quoi. Finalement, Ouais, qui a c'est- pu élargir le champ de. Donc ça veut dire Des réseaux, qu'on n'a quoi. même pas connu YouTube sans Google en fait. Non, techniquement non. Techniquement non. C'est chaud. C'est clair. Bah écoute, c'était hyper intéressant et je te propose de passer au premier jeu. Et le premier jeu, alors j'aurais pu en faire un autre, mais pour toi, j'ai décidé de l'adapter entre guillemets à ce que t'aimes beaucoup. Je te propose qu'on recherche les, euh, les jeux vidéo les plus vendus et les plus appréciés des joueurs en 2006. Est-ce que tu pourrais essayer De faire des pronostics. de faire des pronostics, de remonter au plus loin dans ta Alors. mémoire pour te souvenir quels étaient les opus 2006. de cette année? Ouf. Alors, en 2006, à mon avis, 2006, si je dis pas de bêtises, ça correspond à la sortie de la Wii. Et c'est exactement ça, c'est très fort. Du coup, Sortie de la Wii en France, sortie en décembre. sorti en décembre. Donc, alors comme il y a eu un peu un overlap, enfin ça a été, il y a un jeu qui est sorti à la fois sur la GameCube et sur la Wii sur la toute fin. C'est Zelda Twilight Princess. Oui, bien joué. Donc je il pense est premier je- sur chez Sens Critique. Eh Désolé, ben, je t'ai coupé, voilà. mais parce que voilà, Euh, t'es trop fort. Donc Zelda Twilight Princess. J'ai envie de dire, mais c'est peut-être 2005. J'ai envie de dire Mario Kart DS. Mario Kart DS 2005. 2005. 14 novembre c'est- 2005. Disons que ça passe Ouais. parce que c'est novembre 2005. Donc on est en plein Non, dans les- mais c'est dans ces eaux-là. pour le coup. Bon, bah sinon, l'éléphant dans la pièce, Maxime, on se connaît, toi et moi, PES 6. Ouais, PES 6. Bah voilà. Ça me paraît- C'était l'époque où FIFA avait pas encore l'hégémonie. Mais donc il y avait ça. Donc attends, donc on a les jeux de sport, jeux de guerre. Mais c'était Call of Duty Peut-être- 3, mais ça avait pas marqué Ouais. tant que ça. C'est pas celui-là qui a le plus Mm. marqué. hein. Peut-être un Tony Hawk, tu sais, pour le skate. C'était cette époque-là, un peu, non? Ouais, et même avant en fait. hein. Alors il y en a encore, mais les Tony Hawk qui explosent le plus finalement, c'est avec la PlayStation 1. Ah ouais. Donc c'est un peu avant. C'est un peu avant. Un Guitar Hero, peut-être? Guitar Ouais. Hero 3? Voyons voir. Cherchons. Guitar Hero 2. Guitar Hero 2. Bien joué. Guitar Hero 2. Pour le coup. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? En vrai, donc c'est. PES 6, bien joué. Ouais. Ça c'était très très important. Alors tous les jeux de la Wii, peut-être qu'on va pas les refaire. Bah de toute façon, si elle est sortie en décembre, en fait, ils vont arriver pour 2007, ces C'est jeux-là. ça. Du coup, à part Twilight Princess, qui était vraiment un jeu de lancement. C'est ça. Non, là il y en a plusieurs qui sont quand même intéressants. Pour moi, dans mon cœur, Total War Medieval 2, mais ah, si, il y en a un qui est quand même intéressant, qui va devenir un peu plus tard un phénomène aussi dans le jeu vidéo. Minecraft? Alors, Non. pas Minecraft. Non, c'est plus tard, Minecraft. Minecraft, c'est plus tard. Non, ça se passe, il y a Animal dedans.
Animal Crossing. Animal Crossing, déjà dès 2006. Fallait pas me donner tant d'indices. Là. Non, c'est clair, j'avoue. Là, j'ai pas été très bon là pour le coup. Alors, je te propose de passer au deuxième fait. Alors, je te Vas-y. fais attendre. On va pas tout de suite parler de foot. Ah non, mais vas-y, parle-moi d'autre chose. On hein. va parler d'un truc un peu plus politique. T'as un leader du Moyen-Orient qui va être au cœur de l'actualité à la fin de l'année 2006. Et je sais pas si tu pourrais te rappeler de qui il s'agit. Alors, Peut-être ça t'avait pas marqué. Moi, ça m'avait vraiment marqué. j'imagine, enfin, à mon avis, c'est le moment où on a tué Saddam Hussein. Exactement, le 30 décembre 2006, c'est l'exécution de Saddam Hussein. Saddam Hussein, surtout, c'est dingue là, dans le cadre dans lequel il est mort, après son jugement, le fait que les États-Unis aient eu une énorme influence aussi sur le procès. Est-ce que ça t'avait marqué cet événement ou pas du tout? Sur le moment, pas forcément, parce que j'étais pas trop. Quand j'étais petit, j'étais un peu dans la lune, un peu dans mon univers, et donc l'actualité, souvent, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Genre, j'entendais les faits, mais j'en mesurais pas le poids, je pense. Oui, bien sûr. Enfin, vraiment, bon, je pense que les enfants sont tous un petit peu comme ça, mais j'ai l'impression que j'étais particulièrement comme ça. Ouais. C'est-à-dire que j'étais vraiment juste dans mon univers et je pigeais pas grand-chose à ce qui se passait autour, quoi. Après, je me souviens que c'est vrai que je me souviens que les gens en parlaient beaucoup, mais que je comprenais pas trop pourquoi ils en parlaient tant que ça, parce Ouais, que je bien sûr. comprenais pas le poids que ça avait eu. Je sais qu'il y avait eu la guerre en Irak, mais j'avais pas bien compris pourquoi non plus. Je pense que la communauté internationale non plus a pas bien compris pourquoi. Mais et puis en fait, j'ai compris après plus le contexte. C'est marrant parce que j'ai appris beaucoup sur l'actualité de ces années-là a posteriori, quand j'ai commencé à regarder South Park, genre vers 2008-2009. Et c'est en regardant les épisodes de South Park qui traitaient d'un sujet que je comprenais l'impact culturel que le sujet avait eu sur la société. Et je me rendais peut-être pas forcément compte au moment où je regardais South Park pour les blagues sur les paix et les gros mots que j'apprenais des choses sur la société, mais la vérité c'est qu'après j'étais capable de parler d'un fait que j'avais pas compris à l'époque, et juste en se renseignant un petit peu et en prenant un peu de recul sur ce qu'on voyait, finalement on comprenait l'actualité en fait. Ouais, complètement. Les guignols de l'info, moi, ils ont eu un peu le même effet sur moi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, le South Park, je l'ai connu bien plus tard. J'avais déjà regardé un petit peu, mais te connaissant, c'est d'autant plus presque normal de mon point de vue, tu vois, que ça a eu autant d'impact sur toi, parce que je pense qu'à l'époque, moi je voyais ça comme une gigantesque parodie, mais qui dit parodie dit en fait finalement propos politique, mais c'est des trucs qu'on saisissait pas, on n'arrivait pas à le saisir parce qu'on était un peu trop jeunes. Mais on l'emmagasinait quand même. On emmagasinait quand même, c'était un décor qui pour nous était qui s'incrustait même peut-être beaucoup mieux que ce qu'on entendait aux infos, parce que c'était fait avec humour, parce que c'était fait avec trash, c'était fait avec subtilité parfois, ce qui est étonnant, mais... Mais oui, après moi les guignols c'est ça, j'ai commencé à regarder à peu près à la même époque que South Park, donc 2006, je regardais pas encore exactement à ce moment-là, ou alors de manière plus ponctuelle. Je sais que mes parents regardaient pas trop les guignols, mais que j'avais des membres de ma famille qui les regardaient, donc que je regardais quand j'étais chez eux, ça me faisait rire, sans que je comprenne tout. Mais c'est devenu plus régulier après. Bien sûr. Peut-être qu'on en reparlera un peu des guignols, mais pour une autre raison, tu verras. Mais un fact important pour 2006 et pour l'Irak, c'est aussi cette année-là, techniquement, qu'est né l'ancêtre de l'État islamique. En fait, c'est ce qui va devenir plus tard Daesh est né en 2006. Et ça aussi, c'était assez intéressant de le notifier, parce que c'est des trucs, alors là pour le coup, qui est passé totalement inaperçu dans l'actualité. Hein, c'est des dates d'historiens, hein, c'est des trucs qu'on a retrouvés grâce aux sources. Hein. Et finalement, c'est octobre, naissance de l'État islamique en Irak, décembre, exécution de Saddam Hussein. Pour donner un peu une idée, hein, la guerre en Irak, c'était 2003, 3 ans avant. Ouais, bah ça, mais on savait qu'il y avait, je me souvenais qu'il y avait eu un gros temps finalement entre la guerre en Irak et la fin de tout ça, quoi. Et là, je te propose qu'on passe du coq à l'âne, mais quelque chose qui va te faire plaisir. Vas-y. Je sais très bien que tu connais le vainqueur du Ballon d'Or 2006. Il n'y a pas vraiment de jeu à ça. Mais j'aimerais bien que tu essayes de me faire, allez, peut-être pas le top 10, mais le top 5. Ok.
du Ballon d'Or de 2006. Donc là, on va enfin s'attaquer au foot. Est-ce Alors. que tu peux déjà me dire qui était premier? Facile. Oui, Fabio Cannavaro. Voilà. Devançant la personne qui aurait dû avoir le Ballon d'Or, non, pour moi il est plus loin la personne qui aurait dû avoir le Ballon d'Or, mais quitte à la donner en italien, je l'aurais donné au deuxième, Gianluigi Buffon. Oui. Je crois que Thierry Henry et Zinedine Zidane font 3 et 4, je sais plus dans quel ordre, Tu y es presque. où Zidane est 5, Oui. parce qu'il s'est vraiment volé à cause du coup de boule. Oui. Donc Henry est 3. C'est ça. Et qui est 4? Qui est quatrième? C'est Ronaldinho, non? Oui, exactement. Ronaldinho est 4e, pardon. À peu près avec le même score que Zinedine Zidane. Il n'avait pas fait la meilleure saison de sa vie, même s'il avait été aussi. Il n'avait pas été mauvais non plus, hein, mais on n'est pas sur Ouais. le Golden Ronaldinho. Et allez, puisque tu as été bon, est-ce que tu veux essayer de trouver les 5 autres? Vas-y, je vais pas te les trouver dans l'ordre par C'est contre. pas grave. Mais, Au moins essayer de trouver Je les pense qu'il doit y avoir dans le top 10 Andriy Shevchenko. non, il n'est pas dans le top 10. Ah ouais alors, Shevchenko, je le cherche hein, parce que là, je le trouve pas pour être honnête. Non, il y est ouais. pas. Il est dans les Ok. 50, mais il n'est pas dans le top 25. Ok, bon bah non pas ça devait être sur l'année d'avant qu'il avait cartonné Ouais, ou l'année d'après. Eto'o, oui, très bien. parce que Sixième. il gagne la Ligue des Champions avec Barcelone, il fait une pure saison. Alors, est-ce qu'il y a un anglais là dans le mix? Pas un Il y a petit pas- anglais? Il n'y a pas d'anglais. Il y a pas d'anglais. Il y a pas d'anglais. Il y a 2 Allemands. Deux Allemands, alors du coup Balak? Alors, il n'y a pas Balak. Non, alors c'est... comment il s'appelle? Schweinsteiger? Non plus. Non plus. Putain, il y avait qui comme Allemand à cette époque-là? Le meilleur attaquant de l'histoire de la Coupe du Monde. Pas de la phase. Klose. Klose, ouais. Ouais, Klose, ouais. Bien sûr. Et puis alors l'autre, il est dur à trouver, c'était leur gardien. Leur Ah gardien bah. a terminé 10e. Ah bah oui, mais je sais quel gardien c'est. Bah oui. C'est Jens Lehmann. C'est Jens Lehmann. C'est incroyable. Qui fait finale de la Ligue des Champions aussi avec Arsenal. Donc Oui. c'est... Ah non, c'était une sacrée saison. Hein. Ouais. C'était une sacrée saison. donc alors on a dit Lehmann, on a dit les deux Allemands, on a dit Eto'o, donc il en reste 2. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Cristiano Ronaldo qui vient de se fourrer là par hasard? 14e. 14e, ouais. C'est plus tard. Hein. C'est l'année suivante qu'il gagne qui fait 2008. son premier podium. Ouais, il fait son premier point en Ouais. 2007 Et 2008, il en gagne, 2008. Kaka, il est pas dans le top 10. Il est 11e. Ouais. D'autres Brésiliens? Non, Non. pour t'aider, Alors attends, je t'aide pas encore. je pense que peut-être un... Ah! Y a pas un petit Luis Figo ou un Portugais? Non. Deco est 11e. Et devant Cristiano Ronaldo à ce moment-là. Mais il y a quand même un grand joueur de Chelsea que tu n'as pas cité. Un grand joueur de Chelsea. C'est pas ça qui manque à cette époque. Didier Drogba. Oui, Didier Drogba était 8e derrière Klose. Et il te manque un Italien Qui est combienième? qui est 9e. Andrea Pirlo. Évidemment, le grand Pirlo. Mm. Qui est au Milan La AC, on classe. ne devrait pas dire le grand, mais si, le grand. Ah bah à cette époque-là, enfin bon, c'était juste 2 finales de Ligue des Champions sur les 2 années autour de 2006. donc, Et j'aimerais qu'on passe maintenant sur un fait, parce que c'est quand même un fait énorme, la Coupe du Monde 2006, surtout pour la France. Peut-être que là maintenant on va parler moins de l'actualité, à quel point ça a impacté l'actualité internationale que française, même si le coup de boule a fait le tour du monde, hein, clairement. Ouais. Que la Coupe du Monde, ça reste l'événement le plus regardé, mais malgré tout, je voulais te poser cette question. À quel point tu penses que la Coupe du Monde 2006 a marqué notre génération? Extrêmement. Enfin, en fait, il y a aussi juste la perception de est-ce que t'aimes le foot ou est-ce que t'aimes pas le foot. Mais de manière générale, j'ai l'impression que tout le monde qui a à peu près notre âge, donc on va dire entre 28 et 32 ans à peu près, c'est vraiment on a tous un souvenir marqué de cette finale qui nous a frustrés. Même les gens qui en ont rien à faire du foot, ils ont fini par avoir un engouement. Et puis c'était le récital de la plus grande génération de footballeurs qu'on ait eu. Oui. Je veux dire, c'était la fin de Zidane, la fin de... Enfin, Thuram, il a fait 1 euro de plus, mais est-ce qu'il aurait vraiment dû Je sais pas.
il y en avait plein qui prenaient leur retraite à ce moment-là. Barthez, je suis pas sûr que Trezeguet rejoue en équipe de France. Ou si, je pense qu'il a rejoué, mais Vieira, il s'est arrêté là en bleu après, oui. je crois. Donc, c'est beaucoup de joueurs qui s'arrêtent. Oui, c'est clair. C'est la fin de la génération 98, donc finalement, ça a marqué beaucoup de gens, même de la génération un petit peu avant nous. Et oui, pour les footeux, en fait, déjà, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, surtout dans notre génération en France, parce qu'on a grandi justement avec une équipe de France forte, jusqu'à ce qu'on ait, pendant notre adolescence, un gros ventre mou. Bah, pour tous ces gens-là, on a eu la plus belle Coupe du Monde de l'histoire du foot. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de débat possible. C'est en termes de niveau de jeu, de qualité de but, de qualité des joueurs qu'il y avait là. J'ai eu 3 générations de légendes qui se sont côtoyées pendant cette Coupe du Monde. C'est vrai. Avec la génération des derniers grands joueurs des années 90, mais qui étaient tous au rendez-vous. Les joueurs des années 2000 qui étaient au sommet de leur art, et les petits jeunes de la génération Messi-Ronaldo qui sont après devenus des légendes du sport, quoi. Complètement. Donc en fait, c'était un rendez-vous des grands champions, et incroyable cette Coupe du Monde, et son impact, pour moi, est gigantesque. Je te rejoins sur tous les points. Je vais pas te dire sur un ou deux points, vraiment sur tous les points, c'est complètement dingue, parce que tu parlais de Figo tout à l'heure, il y a aussi R9, Ronaldo le Brésilien, Oui. je veux dire, qui joue au même moment cette Coupe du Monde, où on a la naissance aussi du duo Messi-Ronaldo portugais. C'est vraiment un tournant, et on n'a pas eu la chance de vivre cette Coupe du Monde 98, donc nous c'est la première Coupe du Monde avec laquelle on peut vibrer complètement. Et oui, on a cette chance. Pas vibré en 2002, quoi. Pas vibré en 2002, 2004, un peu moins, voire pas du tout par rapport à 2006. Ouais. Et en fait, là, c'est toutes les nations qui font face à un football incroyable, avec des stars en veux-tu en voilà, et finalement, pour les Français, c'est un moment fondateur aussi, 2006. C'est paradoxal parce qu'on ne la gagne pas, mais c'est complètement fondateur. C'est la fin, en fait, finalement, de la France 98. C'est pas fondateur, du coup, c'est un peu un point d'orgue, enfin un point d'orgue, plus qu'une fondation. Pas un point d'orgue, mais juste un point final, on va dire. C'est-à-dire que c'est la dernière page du livre, parce que ça aurait dû être fondateur, parce qu'il y avait des jeunes joueurs qui ont fait une super Coupe du Monde, mais après, ils n'ont rien transformé parce qu'ils n'avaient plus de tête pensante pour faire la créativité. Parce que les Malouda, les Ribéry, ça aurait dû être la relève, mais ils avaient personne pour être la tête pensante. Enfin, ils n'avaient pas un Griezmann qui est venu plus tard. Oui. Et justement, c'est la preuve qu'on a passé les années 2010 à se demander, dès qu'il y avait un jeune qui était un peu bon, est-ce que c'est le nouveau Zidane ? Parce qu'on avait besoin d'un nouveau Zidane, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Et les pauvres Gourcuff, Marvin Martin et consorts qui se sont retrouvés à avoir Julien Faubert, qui se sont retrouvés à avoir des costumes bien trop grands pour leurs épaules. Donc c'est plus... Ça peut pas être un acte fondateur parce qu'on en a rien fait après, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand même, c'était un point d'orgue, finalement. C'est ça. Même pour Thierry Henry, parce que tu parlais tout à l'heure de la finale de la Ligue des Champions, atteinte par Arsenal. Est-ce qu'il y a un attaquant, d'ailleurs la preuve, il termine 3ème, est-ce qu'il y a un attaquant qui peut dépasser Thierry Henry en 2006 ? C'est pas sûr. C'est ça qui est fou, c'est que les Français sont vraiment au top. Thierry Henry, en 2003, 2004 et 2005, ça aurait été parfaitement justifié que ce soit lui qui gagne le Ballon d'Or. Comment dire, Henry devait le gagner en 2003, en 2004 c'était aussi tout à fait justifiable, et même en 2005, ça pouvait se concevoir. 2006, il est au sommet de son art, il peut aussi gagner, sauf qu'il perd 2 finales, quoi. C'est clair. Mais bon, donc c'est Français au sommet de leur art, et puis juste en fait dans toutes les nations de foot. C'est-à-dire que le Brésil de 2006, c'est un des meilleurs Brésil de son histoire. Oui, complètement. Collectivement parlant, tu vois, c'est pas... l'Argentine, ils ont Messi qui arrive, mais ils avaient aussi des sacrés noms.
Il y avait Riquelme, Herman Crespo, Véron, Cambiasso, je crois qu'il est déjà là. Il est déjà là. Voilà, même, et puis tu prends tous les autres pays en fait. Si tu prends les Anglais, je veux dire, c'est impossible de concevoir qu'ils n'ont rien gagné avec Rooney, Lampard, Gerrard, Scholes, Beckham, Carragher, Neville, Ferdinand et consorts. Enfin, genre, c'est inconcevable. Et puis même le Portugal. On se rend pas compte, le Portugal est incroyablement fort à cette époque-là. Ça a été la demi-finale. Paoletta, Figo, Thiago, Cristiano et tout. Enfin, Et je pense qu'on a moins fêté, alors qu'on est allé en finale, hein, on a vraiment fêté comme des fous, mais on a peut-être même moins fêté la demi-finale contre le Portugal que le quart de finale contre le Brésil, qui paraissait comme un exploit, comme l'Espagne paraissait comme un exploit, alors que le Portugal, on était crispé tout du long. On gagne, on va en finale, mais on était crispé, on gagne sur un penalty, c'est un match très très fermé. Moi, en fait, je pense que c'est tout ce que tu viens de dire en fait, c'est que le Brésil c'est un mythe à cette époque-là. C'est le numéro 1 au classement FIFA, c'est les tenants du titre de la Coupe du Monde, l'équipe elle est au sommet de son art, ils ont eu 3 ballons d'or parmi les 6 derniers ballons d'or, et ils auront le suivant avec un mec qui est dans cette même équipe. Donc à ce moment-là, le Brésil c'est quelque chose d'incroyable. Et l'Espagne, on a beaucoup célébré, pas parce que l'Espagne nous semblait si imprenable, mais parce qu'on avait fait une phase de poule de merde et que on est mené à la mi-temps, ou alors jusqu'à peu avant la mi-temps. Je sais plus si Ribéry égalise juste avant la mi-temps ou un petit peu après. C'est une bonne question. Je crois que c'est peut-être la 41e minute, si j'ai raison, je suis le meilleur historien. mais bon, le Portugal, c'était un peu une purge ce match. 41e, mais t'es beaucoup trop fort. C'est compliqué de te concurrencer. Là. Cette Coupe du Monde, je l'ai bien saignée. Moi aussi. Là, pour le coup, heureusement qu'on fait pas match par match parce que ça serait très chiant pour nos auditeurs. mais clairement, c'était. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais. Oui, voilà, ce match contre le Portugal, il est tellement serré, tellement fermé, et à ce stade, on a déjà fait 2 exploits d'affilée. Donc moi, je me souviens, j'arrive en demi-finale, je me dis, il n'y a personne qui peut nous battre. Oui, c'est clair. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, à cause du fait qu'ils étaient à domicile, et l'historique de l'histoire du foot, l'Allemagne me faisait beaucoup plus peur que l'Italie dans l'autre demi-finale. Oui, c'est vrai, pour moi aussi. Et du coup, j'étais à fond avec les Italiens pour qu'ils éliminent les Allemands. Et quelle erreur. C'est clair. Puis en plus, quel match. En fait, c'est aussi l'équipe italienne. Je pense que j'ai dû regarder les interviews des joueurs français et italiens, et en boucle. Tu parles de la finale De la finale France-Italie. C'est un match grandiose. Au-delà, on parle tout le temps du coup de boule, mais en fait, le match en lui-même est déjà incroyable. Il y a trop de choses dans un seul match pour ne parler que du coup de boule. C'est vraiment, pour moi, je pense que cette finale, on a peut-être les 22 joueurs qui commencent cette rencontre font pour moi partie du top 50 mondial. C'est en fait, ils sont tous au sommet de leur art. C'est vrai. Et je vais reparler un tout petit peu de foot avant qu'on passe au jeu suivant. Mais ça va être un peu plus rapide. Vas-y. Petit fact, en 2006, Platini devient président de l'UEFA. Ça aussi, c'est une date entre guillemets importante pour le football français finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Platini président de l'UEFA. Et surtout, est-ce que tu te rappelles, alors moi j'avais complètement oublié ça par contre, qui gagne la Coupe de France et contre qui en 2006? Alors 2006, attends, je crois que c'est une dinguerie, je crois que c'est l'en avant de Guingamp. Alors c'est pas l'en avant Guingamp. 2006, vainqueur de la Coupe de France. Statistiquement, j'ai envie de dire le PSG, mais c'est le PSG. C'est le PSG qui gagne la Coupe de France. Contre Nantes? Pas contre Nantes, non, c'était un match, un classique en fait, et on a complètement oublié ça. PSG-OM? C'est PSG-OM. Ah ouais, c'est pas... PSG-OM. Donc, et en fait, ça m'a pas marqué, je peux pas t'expliquer pourquoi. Alors peut-être je suivais pas la Ligue 1 aussi à l'époque. Pour moi, le foot, c'était encore que la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et PES.
Voilà, je connaissais les joueurs grâce à PES. Alors moi je suivais déjà la première ligue et un petit peu la Serie A, mais je suivais aussi la Ligue 1, mais à cette époque-là il y avait que deux clubs qui m'intéressaient, c'était Bordeaux et Lyon. Ouais. Bordeaux parce que j'avais ma famille qui venait de là-bas et donc du coup il y avait un peu cet amour géographique on va dire. Et Lyon parce que comment ne pas les aimer avec ce qu'ils faisaient à cette époque-là. C'est Mais, sûr. Le jeu suivant, c'est le jeu du box-office. Ah c'est marrant ça. Il va falloir... Alors, on va prendre le box-office français. Même si bien tu te doutes qu'il y a beaucoup de films étrangers dans ce box-office, Ouais. est-ce que tu peux me citer, pas forcément le premier, mais au moins, allez, les 5 premiers films français les plus vus au box-office en 2006? Alors Tu je ne vais... trouveras jamais le premier, c'est impossible. Ok, mais je vais tenter déjà, pas dans l'ordre, hein. Pas dans l'ordre. Je vais tenter et dire un Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, Harry Potter, il n'est pas dans les... Il doit être sorti en 2005. Oui, alors. je pense que c'est avant, parce que je ne l'ai pas dans ma liste. Donc c'est sûr, un Harry Ouais. Potter, il doit être dans les 15 Je premiers, pense qu'ils ont fait 2005 et 2007. Ouais, possible. C'est possible. Il n'y a pas un Narnia 2? Alors, est-ce qu'il y a un Narnia 2? Non, en fait, il y a un Narnia 1. Pour C'est le coup. 2006? C'est 2006, ouais. Il n'a pas été non plus excellent. Il n'est mais, pas dans le top 5 il Narnia. n'est pas dans le top 5, mais il premier. est effectivement... Ok. il est sorti en début d'année. Alors, il est-ce fait qu'il y a pas un film score. d'animation dans le top 5? Alors, il y a un film d'animation. Est-ce que c'est un Pixar, une suite Pixar? Alors, c'est pas une suite Pixar, c'est un réalisateur français. Un réalisateur français? Réalisateur français. T'as également un film d'animation de DreamWorks. Shrek 2. C'est pas Shrek. Bon, je vais te le donner, comme ça je vérifie que j'ai pas dit de bêtises. L'âge de glace 2. Ah oui, c'est probablement DreamWorks, je suis pas sûr. Oui. Mais... Bon, en tout cas, ils sont troisième quand même. Ok, Pour le ouais, coup, l'âge de glace 2, ok. Et puis l'autre a été Troisième. réalisé par Luc Besson, il est quatrième. Ah bah c'est Arthur et les Minimoys. Ouais, c'est ça. Oui, bah, j'étais persuadé que c'était 2007 ça. En plus j'y ai pensé au début. Box Office, je me suis dit, c'est dans ces eaux-là, mais je pense que c'est plus tard. Ensuite Ouais. je l'ai complètement chassé de mon esprit. Ah, c'est Arthur pas et les facile, Minimoys, hein, comme ouais. Ok, donc oui, c'était cette année-là. Donc Arthur et les Minimoys, t'as dit quoi, l'âge de glace 2? Oui. Est-ce qu'il y a eu un Expandables cette année-là? Il n'y a pas eu encore Alexander, c'est un peu plus tard. Ouais. Alors, Casino Royale, c'est 2007, je crois. non, c'est 2006. C'est Il est 2006. dixième en France. Dixième en France. Putain, il fait que 10ème. Il fait que dixième. Alors, je vais te donner le nom d'entrée. 3 millions d'entrées. 14 semaines. Est-ce qu'il y a une vieille comédie avec Christian Clavier dans le top 5? Mais oui. Elle est première, en fait. Ah bah, attends, Mission Cléopâtre, c'est 2006? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a pas, genre, une suite des Visiteurs? Non, mais il y a une suite avec Christian Clavier. C'est les premières. Avec 10 millions d'entrées, quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait La avec pure une nostalgie, suite? c'est 10 millions d'entrées. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme suite? Ah bah, non. Bon, je vais t'aider. Il y Non, a Jean-Claude Duss dedans. Comment? Jean-Claude Duss. Les Bronzés font du ski? Non. Les Bronzés 3. Les Bronzés 3? Les Bronzés 3 est premier au box-office, de loin, en 2006, avec 10 millions d'entrées. Ah Le ouais, suivant, putain. c'est Pirates des Caraïbes 2, avec 6 millions 6 d'entrées. Ah, mais oui, Pirates des Caraïbes, comment j'y pense pas? Mais dans le... Je veux dire, il y a quand même... Les 3 premiers films, ce sont des suites. Pour te donner une petite C'est idée. très triste. Et le 5e film, c'est aussi un film français, Ouais. avec un certain Chirac. C'est une comédie Ah, française. c'est Camping. C'est Camping qui est 5e. Patrick Chirac. Ouais. Et suivi enfin d'un film avec Tom Hanks, tiré d'un roman qui a très bien marché. Pour le coup, 20 semaines au cinéma. On va essayer de le trouver. Ah, ça me dit rien du tout là. C'est Da Vinci Code. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà. C'est- Tu veux que je t'en cite encore un ou deux peut-être? Vas-y, On va pour pas le- tous les faire, hein, mais pour le- juste un pour le ou fun. deux. X-Men 3, Ouais. voilà, qui en France termine 13e. Et OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion, ça date de 2006. Ah Voilà. ouais, j'aurais cru que c'était 2007 aussi, mais...
Et Indigène aussi. Indigène, avec Jamel Debbouze, il est 9ème quand même, devant Casino Royale. Ah bah au moins on a un truc qui n'est pas une suite au top 10. Ah, mais, Bon, c'est 117 aussi, tu me diras, bien sûr. mais, Mais pour un top 10, il y a beaucoup de films français. Hein. C'est une année où mais il y a eu tu beaucoup sais, de films français. je trouve que généralement les Français quand même aiment leur comédie à la française. Oui. C'est des Ça valeurs sûres. ça me surprend pas qu'ils soient plutôt dans le box-office. Après, c'est peut-être t'as peut-être les stats qui te disent que c'est anormal, mais ça me choque pas, moi. Ouais. Et écoute, je te propose de passer sur le dernier grand fait avant de conclure notre émission. Ouais. Parce que là, on termine sur ce jeu-là. C'est le début de la campagne. Ouais, j'allais venir, c'est la campagne Sarkozy et Ségolène Royal. C'est ça. Les deux sont nommés candidats durant cette année-là et ils commencent de manière très agressive, surtout Nicolas Sarkozy, leur campagne présidentielle. Est-ce que tu as eu l'impression, là encore, a posteriori, je pense qu'en 2006 on ne s'en rendait pas compte, est-ce que là on n'est pas vraiment dans cette année 2006 en train de quitter, non seulement pour la France une époque gaulliste, mais surtout est-ce qu'on ne quitte pas définitivement le XXe siècle? Est-ce que là on n'est pas rentré complètement dans le XXIe siècle? C'est pour ça aussi que je t'ai parlé des trams. Je trouve que même dans les paysages urbains, on est en train de quitter quelque chose. Tu vois, on est en... Ouais. Je suis d'accord, en vrai, a posteriori, je pense qu'on peut commencer à voir la différence, en fait, la transition en France qui se fait à ce moment-là. Alors c'est vrai que, je veux dire, on a une date historique qui est tellement marquante pour passer au 21e siècle, qui est le 11 septembre 2001, Oui, mais en même temps, une vision très américano-centrée. oui. Et en France, effectivement, il y a quand même ce côté de... nous, la guerre en Irak, on la refuse, on se distance un petit peu de ça, on fait un peu notre truc de notre côté, la société elle est en pleine restructuration, il y a le post-98, il y a les tensions sociales qui augmentent quand même parce que c'est l'année juste avant, en 2005, qu'il y avait eu les émeutes dans les banlieues. Exactement. Et en fait, bah, changer de président, qui était un président qu'on avait connu toute notre vie, nous, Jacques Chirac, bah, c'est aussi un truc qui installe dans une nouvelle époque, non seulement effectivement politiquement, mais bon, bah, ces tramways, on n'aurait pas pu le remarquer sur le moment de toute façon, parce que bon, c'est peut-être pas forcément gaffe, mais effectivement, c'est ça, c'est le tramway, c'est à la fois rétro, mais dans la manière dont il a été fait en France, ça fait moderne. Donc, Oui, complètement. Ouais, moi, je l'ai beaucoup associé a posteriori à c'est peut-être mal dit ce que je veux dire, mais à l'écologisation des villes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment où on est... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas encore à la crise de 2008, on n'est pas encore à François Hollande, mais... Et c'est pas non plus que ça a été un chantre, mais c'est quand même la COP 21, c'est quand même un moment où il y a l'éco-anxiété, ça devient un vrai sujet de société dans les années 2010, ce qui n'est pas le cas dans les années 2000. Non, pas on du est tout. encore dans un capitalisme triomphant des années 90. Les tramways, effectivement, ça fait très moderne. Alors même que c'était rétro, on les a remis au goût du jour, parfois sur des anciennes lignes de tram, hein, je pense à Paris. C'est comme pour le vélo, en fait. Hein, comme pour le vélo, ouais. Mais c'est ça, c'est que ce côté, moi je vois la différence, si je me souviens de cette époque-là, 2005, 2006 et tout, quand tu te baladais dans la rue, il y avait des merdes de chiens partout, il y avait des déchets partout par terre, les gens ils s'en fichaient, les rues étaient sales, vraiment vraiment sales. Ouais, c'était pas mal vu de jeter un truc. Oui, c'était pas mal vu, tout le monde le faisait. Ce qui me semble invraisemblable aujourd'hui. Alors, est-ce que Paris est encore sale? Oui, c'est une grande ville. Toutes les grandes villes sont sales. Il y a la pollution, il y a des gens qui sont toujours pas respectueux, mais dans l'ensemble, on voit quelqu'un qui jette son mégot par terre, on va mal le regarder aujourd'hui. On voit quelqu'un qui prend son chien et ramasse pas la merde derrière, on va probablement même aller le voir. Tous ces trucs-là, ça a changé en fait entre maintenant et cette époque-là, où cette époque-là, on s'en fichait complètement de ces choses-là, on nous en parlait même pas en fait, pour la plupart des gens. Et est-ce que, là pour le coup, dans tes souvenirs, est-ce que tu as eu la sensation, ça peut ne pas être le cas, hein, est-ce que tu as eu la sensation, pour conclure finalement, que l'année 2006, ça a été une année charnière, je vais pas dire seulement pour toi, mais pour toi et la société. Si tu devais évaluer cette année 2006 sur le 21e siècle, à quel point elle a eu une importance, si on veut conclure sur tout ce qu'on vient de dire?
Est-ce que c'était une année finalement si marquante que ça ou pas? Je pense pour le monde, pas forcément. Tu vois, je veux dire, il faut... pour qu'un des faits marquants soit l'apparition massive de tramways, c'est une information qu'il faut chercher suffisamment pour Complètement. dire que s'il n'y avait pas non plus tant de faits politiques majeurs, en tout cas à l'échelle de la société française, la mort de Saddam Hussein, c'est quelque chose de grand, mais je pense que tu vois, si on prend là, sur l'échelle des années 2000, dans le monde 2008 avec la crise financière ou 2001 avec le 11 septembre et le 2002-2003 la guerre en Irak qui suit, enfin l'Afghanistan, tout ça, c'est des trucs qui sont probablement plus marquants à l'échelle du monde. Si on prend pour la France, je pense que 2005 avec les émeutes ou 2007 avec l'élection présidentielle et la terreur qui a suivi sont peut-être un peu plus marquantes. Mais pour moi, je pense que c'était une année marquante quand même, parce qu'elle a ce côté charnière sur un aspect social qui est centré, dans ma perception de la société, surtout sur le foot, qui était quand même un des gros prismes par lequel je voyais la société quand j'étais petit. Donc, la transition entre deux époques par rapport au foot français, la transition pour moi, qui je pense qu'en fait 2006 c'était ma dernière année d'enfance vraiment, avant que je commence à aller vers la préadolescence et que du coup mes préoccupations et ma manière de voir le monde commencent à changer. Ouais, complètement. Donc finalement on est à la fin de la primaire, on arrive au collège et le collège te change toujours. Exactement. Et du coup voir le collège qui arrive sur la fin 2007, c'est quelque chose de différent et on voit quand même qu'il y a des changements qui se mettent en place à ce moment-là. C'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'actions européennes qui commencent à être prises à ce moment-là. L'Europe se renforce pendant quelques années. En 2007 surtout, mais on est en train de préparer tout ça, on est en 2006. Donc 2006, ouais, alors je pense qu'en 2006, je me demande même si c'est pas l'année d'élection d'Angela Merkel. Mais je suis pas sûr, mais c'est dans ces eaux-là aussi. Donc le couple franco-allemand et tout le tralala qu'on a eu là-dessus pendant les années 2010, il s'est formé par là, quoi. C'est vrai. Je suis en train de chercher pour toi, effectivement, est-ce que elle devient chancelière, même en novembre 2005. Donc finalement, oui, on est complètement dans ces eaux-là. Hein. Et puis, en plus, on est dans un moment où l'euro est bien installé. Ouais. Ça y est, le 2002 est passé. Ça commence à... Bien sûr, on a encore des anciens qui comparent tous les prix en euros en francs. On commence à oublier le franc. On commence à oublier doucement le franc. Et puis oui, moi, ça m'avait énormément marqué, même si c'est pas cette année-là, mais l'augmentation soudaine de l'Union Européenne, en fait, l'élargissement, ça m'avait vraiment marqué. Surtout que c'est des choses qui... J'avais une fibre un peu comme ça, qui me vraiment... un peu géographique et historique. Je me disais, mais c'est dingue ce qui s'est passé. Sachant que, fun fact, c'est aussi en 2006 que naît le Monténégro. Oui. Avant ça, on parle d'état de Serbie et Monténégro. Et on est 2 ans après la fin de la guerre du Kosovo aussi. Vérifie cette information. Je pense que la Serbie participe à la Coupe du Monde 2006 sous le nom Serbie et Monténégro. Alors, je suis presque sûr que c'est le cas. On peut vérifier, mais je pense, comme toi, que c'était encore le cas, finalement. Et où finalement c'est la dernière année de cette sélection. Hein, oui. C'est le cas, effectivement. C'était l'équipe de Serbie et Monténégro. Ils ont perdu tellement de bons joueurs en perdant le Monténégro. Mais l'équipe de la Yougoslavie, ça a toujours été terrible, hein, vraiment à gérer. Hein. Bon, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité, hein. C'était très divertissant de revenir sur cette année. Et réciproquement. Honnêtement, on a passé un bon moment, je te remercie encore beaucoup, c'était très très intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on est... Materazzi, je ne te pardonnerai jamais. Bon, moi je pense que j'ai fait le deuil en 2018 quand ils n'ont pas été qualifiés. Mais je comprends. J'ai pardonné à l'Italie et à tous les autres joueurs, juste Materazzi. Ouais, mais je comprends. J'avoue que dans mon cœur aussi, c'est encore un peu dur. Merci à toi, merci à tous. Et à très bientôt, j'espère, pour un autre numéro. Merci.